Lucien Febvre nous apprend à lire l'Heptaméron. À la vérité, si nous savions lire, nous n'aurions pas besoin de lui. Ce problème de l'incroyance, c'est-à-dire des fonctions mêmes qu'elle représente dans notre perspective, est éclairé en ceci qu'il y a une position du discours qui se conçoit très précisément en rapport avec la chose telle que nous l'avons définie, pour autant précisément que la chose est rejetée au sens propre de la Verfälschung. De même donc que dans l'art il y a une forme d'une Verdrängung, un refoulement de la chose, que dans la religion on peut dire qu'il y a peut-être une Verschiebung. C'est à proprement parler de Verwerfung qu'il s'agit dans le discours de la science qui, si l'on peut dire, rejette la perspective et la présence de la chose. Et le discours de la science, en somme, est de nous profiler l'idéal dans sa perspective du savoir absolu, c'est-à-dire de quelque chose qui pose la chose quand même, tout en n'en faisant pas état, et dont chacun sait que c'est cette perspective qui s'avoue, en fin de compte, et s'avère dans l'histoire comme représentant un échec. Ce discours de la science peut se profiler comme déterminé par cette Verfälschung. C'est probablement cela qui, selon la formule que je vous donne, que ce qui est rejeté dans le symbolique reparaît dans le réel, la science se trouve débouchée sur une perspective où c'est bien tout de même quelque chose d'aussi énigmatique que la chose qui s'avère se profiler, apparaître au terme de la physique. Donc je remets à la prochaine fois de partir de mon paradigme concernant l'amour courtois en tant qu'exemple d'une sublimation de l'art qui est manifeste. Nous pouvons en trouver encore les effets vivants. Nous les suivrons après que je sois revenu de mon absence, sous leur forme consécutive. Nous essaierons de piquer un échantillonnage de ce que cela conserve comme trace, comme effet indiscutable, comme effet de la construction signifiante primitive qui est déterminante dans le phénomène de l'amour courtois. Et nous essaierons à le reconnaître dans les faits quelque chose qui n'est d'aucune autre façon explicable que par le recours à cette origine. Voilà tout au moins ce qui vous permettra de trouver quelques repères profilés devant vous de la forme de notre progrès. Je vous fais remarquer en passant, puisqu'aussi bien je me livre à une espèce de petit commentaire en marge, que cette notion de la chose que je vous apporte cette année comme une élaboration nouvelle, vous auriez tort de croire qu'elle ne fut point là, immanente à ce que nous avons commencé d'aborder les années précédentes. Et puisqu'aussi bien certains, quelquefois, s'interrogent de certaines propriétés de ce qu'on appelle mon style, je dois vous faire remarquer que, par exemple, le terme de la chose freudienne, que j'ai donné comme titre à une chose que j'ai écrite et à laquelle il ne serait pas mauvais que vous vous reportiez, a étonné, parce que bien entendu, quand on commence philosophiquement à commenter mes intentions, il arrive par exemple qu'on les fasse entrer dans ce quelque chose qui pendant un temps fut très à la mode, c'est à savoir de combattre la réification. À la vérité, je n'ai jamais rien dit de pareil. En tout cas, on peut toujours enrouler des intentions autour d'un discours. Il est bien clair que si je l'ai fait, c'est à dessein, et que si vous voulez bien relire ce texte, vous vous apercevrez que c'est très essentiellement de cette chose que je parle d'une façon qui évidemment
est à la source du malaise incontestable que ce texte a produit alors, à savoir que c'est la chose qu'à plusieurs moments de ce texte, je fais parler. Je voudrais maintenant que notre réunion puisse servir tout de même un peu plus à ceux qui se sont déplacés de plus ou moins loin. Il est possible, il me semble même probable, que certains d'entre vous, à ce point où nous en sommes parvenus de mon séminaire, puissent avoir quelques questions à me poser ou quelques réponses à me proposer. Je veux dire me témoigner de ce que, pour eux, signifie tel ou tel point de mon exposé. Je sais bien qu'il n'est jamais commode de rompre le silence d'un rassemblement pour prendre la parole et agiter le grelot. Je laisse donc cette formule que vous pouvez me poser une question écrite. Cela n'a qu'un inconvénient, c'est que pour moi je serai libre de la lire comme je voudrais, mais cela pourrait peut-être donner l'occasion de remettre les points sur les i à propos de tel ou tel terme. Nous allons en même temps nous occuper à quelque chose d'inattendu qui ne me paraît pas mal. Une partie d'entre vous était hier à la séance scientifique et je ne sais pas comment elle s'est terminée. J'ai dû partir après avoir moi-même répondu abondamment aux conférenciers pour qui j'ai la plus grande affection et leur avoir témoigné tout l'intérêt que j'avais pris à leur travail. Ils sont ici aujourd'hui et j'aimerais demander à Smirnov quelques explications. Pourquoi, nous ayant parlé de no and yes, avez-vous mis le yes complètement dans votre poche? Réponse de Victor Smirnov. Cela s'appelle no and yes, mais cela ne devrait pas s'appeler ainsi parce que je pense que la formulation du yes dans le texte est d'une pauvreté d'élaboration telle que ce n'était même pas la peine d'en parler. Cela ne servait même pas à son propos. Je ne sais pas pourquoi il s'est laissé entraîner à faire un livre qui s'appelle No and Yes, alors que sur le yes, il n'avait strictement rien à dire. Quand il cherche le moteur du yes, il le fait en se forçant. Il dit: «C'est parce qu'il y a un pattern moteur du non». Il le cherchait dans les relancements de l'affect au moment de la pulsion et il l'a isolé, à mon avis, très artificiellement. Si je n'en avais pas parlé, c'est parce que je trouve que cela ne sert à rien et qu'en plus cela diminue beaucoup la valeur de ce qu'il a dit. Je n'ai pas du tout l'impression que vous avez été très tendre pour Spitz. Je crois que vous avez même été très sévère, parce qu'après tout, il y a peut-être un point de vue. Il est très embarrassé sur le yes en disant qu'il apparaît que tout est un geste pour commencer, que même son routing effect est dans un mouvement d'appétition et de recherche d'un oui, d'une pulsion à laquelle il donne un sens de oui initial, et que le non apparaît secondairement. Lacan, pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, il s'agit de ceci. Du fait que Spitz, qui a offert un livre qui se situe dans la chaîne de toute une série d'autres travaux qui sont fondés sur l'observation directe de l'enfant nouveau-né, très exactement de l'enfant infant, c'est-à-dire jusqu'à la limite de l'apparition du langage articulé comme tel, a prétendu, à l'intérieur de ceci, retrouver en transcrivant le pattern du non comme geste en tant que forme sémantique dans un certain nombre de manifestations. Dans le routing d'abord, routing voulant dire le geste d'oscillation que l'enfant fait dans l'approche du sein. Routing est très difficile à traduire. Il est très difficile de trouver un équivalent. Il y a dans le texte un corrélatif, le mot snot, museau, à côté de routing, qui montre bien ce dont il s'agit.
C'est ce geste qui est évoqué dans sa plénitude de possibilités significatives. Hier, Smirnov s'est attaché à nous montrer que Spitz, ici, doit faire rentrer des fonctions, rentrant ailleurs à propos de ce qui se passe dans la frustration qui accompagne le non de l'adulte, que ce qui surgit, c'est quelque chose qui est très loin de se présenter originellement comme ayant sa signification. Puisqu'enfin, au dernier terme, je vous passe les autres formes dans lesquelles se manifeste ce geste latéral de la tête, c'est en somme du geste d'approche, d'attente de la satisfaction qu'il s'agit ici, mis en accusation. Pourquoi ne nous avez-vous pas mis en valeur que Spitz, pour lequel je suis loin d'être sévère parce que c'est sa défense que je prends, nous articule puissamment? Je ne dis pas qu'il ait raison, mais c'est très fort, plein de relief. C'est à savoir qu'il va jusqu'à considérer le phénomène comme ce qui se passe dans une névrose traumatique. Il nous dit, c'est le dernier souvenir avant la réaction catastrophique qui surgit. Je vous ai embarrassé pour nous évoquer les autres travaux de Spitz, à savoir sa fiction de la primale cavity, mais à tout le moins sa référence à l'écran du rêve. Vous avez également, à moins que ce ne soit la planche, posé la question de l'idée qu'il se faisait, qui en effet n'est pas du tout précisée. Je veux dire que rien n'est articulé dans le sens de l'utilisation d'un mode de réaction d'un stade antérieur, dans une certaine situation qui est une situation critique, qui me paraît une idée très féconde et toujours à mettre en valeur. Loin de l'articuler de cette façon générale, il semble réduit à faire intervenir un mécanisme aussi passif que celui de la névrose traumatique. Il implique donc, d'une façon en quelque sorte nécessaire, antérieurement quelques frustrations du nourrissage, et l'on s'étonne comment, d'une façon isolée, à propos d'un cas, se souvenir de la réaction immédiatement antérieure à quelque chose qu'on doit supposer être le refus, le retrait du sein, à ce qui l'antécède immédiatement, à savoir à l'acte de routing, qui resterait donc inscrit comme une trace. C'est comme cela qu'il articule.